Merci donc à tous les deux d'être présents pour ce débat avec nos lecteurs. Et pour commencer, j'ai envie de vous poser une question assez simple. La France vient de traverser deux épisodes sociaux très lourds, deux crises sociales à intervalles rapprochés, celle des Gilets jaunes et puis évidemment encore en action aujourd'hui, celle contre la réforme des retraites. Dans le même temps, Emmanuel Macron se plaint qu'on ne vende pas suffisamment son bon bilan économique. Donc nous avons finalement deux lectures d'une France, l'une qui va mal, l'une qui va bien. Laquelle est votre France aujourd'hui? Quelle est votre réalité? Dans quel état vous semble être votre pays aujourd'hui? Je crois que pour répondre à cette question, il faut quand même se remettre dans le contexte politique de la dernière élection présidentielle, et il faut se rappeler que, en gros, je crois, depuis François Mitterrand, il n'y a pas eu un seul président de la République qui a été élu avec au premier tour plus qu'en gros un quart des votes. Et donc, il faut se rappeler quand même que nous sommes dans un pays divisé où la recherche du consensus est, à mon avis, impossible sur un certain nombre de questions économiques. On reviendra peut-être là-dessus parce que je pense qu'il y a une illusion qui est de croire qu'il suffirait de faire de la pédagogie sur la réforme pour que d'un seul coup tout le monde se mette d'accord et dise bah oui on va réformer dans tel sens, etc. Donc ça c'est la première difficulté et Emmanuel Macron est dans cette difficulté comme les présidents précédents. Sauf qu'il a, clairement une ambition de réforme peut-être plus ambitieuse, plus forte que d'autres. Il y a un certain nombre de conditions aussi pour que des réformes réussissent. Et elles sont liées évidemment au contexte politique. Et je prendrai deux exemples en effet qui ont été liés aux crises que vous avez mentionnées. C'est la taxe carbone et puis la réforme des retraites. En contrepoint d'une autre réforme, celle de la réforme du marché du travail, qui finalement s'est faite sans grand heurt. Et je pense qu'elle s'est faite sans grand heurt, pas facilement, mais elle s'est faite parce qu'elle avait été annoncée, clairement annoncée pendant la campagne, et entre guillemets, on l'a faite telle qu'elle avait été annoncée. Je pense que les difficultés qui sont apparues au moment de la crise des Gilets jaunes, de la taxe CO2, même si, bien entendu, la crise des Gilets jaunes est beaucoup plus large que simplement la taxe de CO2. Je vous interromps une seconde, vous l'évoquez d'ailleurs dans un rapport récent du CE, vous allez en parler, qui est un rapport absolument remarquable, j'en conseille la lecture vraiment. Donc j'allais en faire la publicité, voilà. Mais si vous le faites, je le fais à votre place. Voilà, c'est une note qui a été écrite par Yann Algan, Clément Malguir et Claudia Sénic sur justement quels sont les déterminants locaux au niveau de la commune, qu'est-ce qui prédit le mieux les événements gilets jaunes et plus largement le mécontentement à un niveau très local. Donc je vous invite à lire cette note et peut-être on reparlera sur un certain nombre de ces questions. Donc sur la taxe CO2, moi je pense qu'un des sujets qui a été problématique, et d'ailleurs ça pose un problème pour les économistes, entre guillemets, ce sont les économistes qui ont poussé pour la taxe CO2, ce sont les économistes aussi qui ont vendu la réforme des retraites. Je pense que ce sont, je n'ai pas de problème pour dire que je pense que ce sont des bonnes idées. Mais après, il y a eu un problème, et ce n'est pas simplement d'implémentation, et je ne veux pas dégager ma responsabilité d'économiste, c'est que, entre guillemets, ce qui a été fait n'a pas été exactement ce qui était promis dans les deux cas. Et je pense que ça a été une des sources des problèmes. Sur la taxe CO2, les Français ont compris, et ce n'était pas entièrement à tort, que la taxe CO2, ce n'était pas simplement un signal prix, c'était aussi pour ramener de l'argent dans le budget. Et c'est à partir de là, je pense que ça a été problématique, alors que ça n'en est pas été l'objectif de cette réforme. Donc moi je pense que la taxe CO2, on aurait dû dire dès le départ, ça n'est pas une taxe qui rapporte de l'argent. Et donc ce problème budgétaire qu'on va retrouver aussi dans la réforme des retraites, de vouloir faire trop de choses avec une réforme est un peu un problème. Sur la réforme des retraites, très rapidement, je me suis exprimé sur le sujet, on avait dit qu'il ne fallait pas faire une réforme paramétrique avec un problème d'équilibre budgétaire, et la réforme systémique, c'est-à-dire d'unifier tous les systèmes, d'aller vers un système universel, parce que, entre guillemets, c'était trop lourd.
D'autant plus que, du fait de la complexité de la réforme des retraites, il était évident qu'on ne pouvait pas le faire rapidement. Un des atouts de la réforme du marché du travail, c'est qu'on l'a fait très rapidement après l'élection présidentielle, et donc la légitimité politique était très fortement là. Donc sur la réforme des retraites, je pense qu'un des problèmes, je pense qu'elle passera, mais je pense qu'un des problèmes, c'est que ce qui a été fait n'était pas exactement, exactement ce qui avait été annoncé, puisqu'on a rajouté cette question de l'équilibre budgétaire. On reviendra peut-être plus en détail sur cette question, mais je pense que les conditions aujourd'hui pour faire des réformes sont plus difficiles qu'elles ne l'étaient, et ces conditions, c'est encore une fois le faire relativement rapidement, et non pas simplement de l'expliquer bien, et c'est une réforme qui est très difficile à expliquer, mais aussi de s'en tenir à ce qui était dans le programme. Peut-être pour remettre les choses en perspective, je dirais quand même que ce qui arrive en France n'est pas qu'un problème français. On le retrouve beaucoup dans plein de pays du monde, qui est en général que la situation, quand on la regarde d'un point de vue macroéconomique, donc croissance, emploi, taux de chômage, les choses vont plutôt bien. En revanche, il y a deux questions. D'abord, il y a une question de perception par les individus de leur situation à eux. Et puis, il y a aussi quelque chose de très objectif, qui est que quand on regarde beaucoup plus en détail la situation des uns et des autres, il faut reconnaître que pour beaucoup, ça ne va pas très bien. Et même en France, si vous prenez... par exemple, le revenu disponible des ménages n'a pas retrouvé aujourd'hui, donc en 2020, le niveau qu'il avait en 2007. Donc objectivement, il y a des choses qui ne vont pas. Et plus on s'éloigne des métropoles, et plus on s'éloigne des personnes éduquées qui sont dans cette salle, moins les choses vont bien. Et ça, c'est quelque chose devant lequel... même avec la note dont Philippe parlait, qui est effectivement remarquable, en fait, on est un peu démunis dans la façon d'y répondre, parce qu'on ne va pas répondre en recréant des bars tabac PMU dans tous les villages. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, sur la taxe CO2, à nouveau, si on met les choses un peu plus en perspective, on a un problème de transition énergétique que les économistes ont largement recommandé de traiter par le prix du carbone et donc de l'essence et de l'énergie. Et la vérité, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que la transition est énorme et que par ailleurs, il y a des vrais sujets de redistribution qui font qu'on ne le traitera pas par le prix du carbone uniquement. Et je pense que la première erreur, Philippe l'a souligné, elle était de penser qu'on pouvait accroître les revenus avec le prix, avec cette taxe carbone, alors que si on regarde les pays de l'OCDE, là où ça a marché, c'est quand on a redistribué intégralement les recettes de la taxe carbone aux personnes et aux entreprises les plus pénalisées par la taxe. Parce que l'objectif, c'est de changer le comportement des consommateurs ou des utilisateurs, mais ce n'est pas de gagner des revenus. Le cas emblématique, je vais faire comme Philippe, je vous invite à lire nos publications, de la Colombie-Britannique au Canada, qui a progressivement augmenté le prix de la taxe carbone sur 5 ans pour atteindre le niveau qu'elle voulait, mais en redistribuant aux ménages les moins aisés qui utilisaient leur voiture et aux petites entreprises. Et sur les retraites, en fait, je crois qu'il y a une chose qui est très vraie. D'abord, c'est vrai que c'est des réformes très lourdes. Quand on regarde les autres pays, on les fait plutôt en début de mandat. Mais la vérité, c'est que c'est des réformes qu'on ne fait pas en 1 an, ni en 6 mois, et qu'elles durent des années, et que celle-là va durer des années. Parce que c'est vrai, je pense pour moi, il y a 3 points très importants dans cette réforme. La première, c'est ça vise à l'équité entre générations. Donc ça, c'est la fusion des régimes spéciaux. Ça devrait aussi viser à l'équité intergénérationnelle. Et c'est là où on va retrouver la notion d'équilibre. On ne veut pas faire payer à nos enfants des retraites, des cotisations de plus en plus lourdes. Et puis, il y a un élément de solidarité, puisqu'on traite les personnes qui ont été au chômage, par exemple, ou les femmes qui ont des carrières plutôt hachées. Donc c'est extrêmement ambitieux. Et en même temps, dire qu'on va très vite, je pense qu'on tombe sur l'écueil des enseignants, où l'impression que ça donne, en tous les cas de l'extérieur, c'est qu'on ne s'est pas attaché à ce sujet dès le début de la réforme des retraites et qu'on l'a traité parce qu'on l'a découvert ou parce qu'on l'a réalisé en cours de route. Et c'est vrai que pour les enseignants, c'est un vrai problème. Et si vous creusez un tout petit peu en prenant
un cas concret. On peut se dire, les enseignants qui ont déjà signé, qui avaient le contrat, qui savent qu'ils vont toucher une retraite grâce à une augmentation de leur salaire sur les 6 derniers mois, parce qu'en gros, c'est un peu ce qui se passe, raisonnable. On n'a qu'à faire pour les nouveaux, on va changer le système et on va les payer des vrais salaires, comme dans les autres pays de l'OCDE, puisque c'est vrai qu'en début de carrière, les enseignants gagnent vraiment très peu d'argent en France. Ok, on peut faire ça, mais ça veut dire qu'on va avoir plein de jeunes enseignants qui vont gagner beaucoup plus que des enseignants de 40 ans. Et comment on gère ce problème? Et la vérité, c'est que les paramètres et toute cette période de transition, il ne faut pas se leurrer, on ne va pas mettre 1 mois ou 2 mois à le résoudre, mais on est parti pour faire une réforme qui va durer longtemps. Et je rejoins Philippe sur le fait que politiquement, c'est effectivement risqué. Voilà, puisqu'on parle de Trump, est-ce qu'un des faits économiques inattendus finalement de l'année, c'est pas que Trump va se présenter à une élection avec un bon bilan économique positif? Parce qu'au début de son mandat, beaucoup d'économistes ne pensaient pas ça, non? Alors, les économistes ont des opinions variées, donc je ne me permettrai pas de dire qui a dit que ça allait marcher ou pas. Mais enfin, dès le début de son mandat, il a mis en place la réforme fiscale avec une baisse d'impôts, ou alors ce qu'on a plutôt dit, nous, économistes, c'était aller faire une espèce de relance budgétaire au moment où l'économie américaine croît à 3%, l'inflation est à 2%, les taux de chômage est en train de passer sous les 4%. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et le fait est que ça a probablement contribué à prolonger le cycle, mais ça n'a pas empêché que les tensions commerciales se répercutent sur certaines catégories de la population. On parlait tout à l'heure de la France avec le fait qu'en agrégé, au total, ça va bien, mais que certains souffrent. On voit très bien aux États-Unis, il y a beaucoup de... En fait, il y a pas mal d'entreprises d'agriculture qui ont été frappées par les tensions commerciales, qui ont mis la clé sous la porte. Et de mémoire, Donald Trump a déjà dépensé 20 milliards en faveur des fermiers américains pour compenser les effets de la guerre commerciale. Je ne pense pas que l'élection de Trump se fasse sur le succès économique. Je pense qu'il a compris justement qu'il fallait aller au-delà d'un chiffre de croissance et d'un taux de chômage qui était faible. Le succès de Trump, d'abord, a en partie trait au système électoral, puisque quand on regarde en moyenne, il n'a pas une majorité de voix aujourd'hui, et à des modes de communication et à de la perception et peut-être l'équilibre d'offres alternatives. Mais il a l'avantage qu'il a sur ses concurrents, c'est de savoir parler aux gens, utiliser les médias sociaux beaucoup mieux que les autres. Alors, sur le sujet de la politique économique de Trump, donc sur la politique commerciale et protectionniste, je pense que la plupart des économistes considèrent que c'est un échec, mais qui n'est pas un échec qui a été très coûteux. Les importations des États-Unis en provenance de Chine, je crois que c'est 3 points de PIB. Donc à la fin, ça n'a pas eu un impact macroéconomique énorme. En revanche, là où il s'est trompé, c'est qu'il disait que les Chinois allaient absorber les tarifs en baissant leurs prix. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est les consommateurs américains qui ont bien payé les taxes sur les importations chinoises. Et donc de ce point de vue, en termes de pouvoir d'achat, ça a été négatif. Sur la politique budgétaire, là, moi, je ne suis pas en total accord, parce que je crois que j'ai un peu révisé ma position. J'étais d'accord sur le fait que ce n'était pas du tout le bon moment pour faire une relance budgétaire en haut de cycle, quand le taux de chômage est faible, que la croissance est relativement élevée. Et comme la plupart des économistes, je pensais que assez rapidement, on allait voir une augmentation de l'inflation et du coup une réaction de la Fed qui allait augmenter ses taux d'intérêt et qui allait casser tout ça. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Reconnaissons. Alors, la relance budgétaire s'est faite de manière extrêmement inégalitaire, puisque ça a été surtout, pas seulement, mais en partie les riches qui ont bénéficié de ces baisses d'impôts. Mais il faut reconnaître que la relance budgétaire a très bien fonctionné aux États-Unis. Et ça met un peu en doute cette question de est-ce qu'on était vraiment dans une situation où,
entre guillemets, ce qu'on appelle l'output gap, c'est-à-dire le fait qu'on était au bout de l'offre, on ne pouvait pas faire une politique de relance de la demande aux États-Unis parce qu'on ne pouvait pas pousser la machine plus loin, que tout de suite l'inflation, les salaires et la politique monétaire allaient arrêter ça. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et il y a un débat aux États-Unis, et je pense qu'on doit avoir ce débat en Europe aussi, autour de la question de la stagnation séculaire, c'est-à-dire le fait de dire peut-être que en fait, 10 ans après la crise financière, on est encore dans une situation où en fait, il y a encore un problème de demande. Et j'aurais jamais pensé ça il y a encore 2-3 ans. Je pensais que voilà, on était aux États-Unis dans une situation où la croissance potentielle, on était au niveau de la croissance potentielle, où l'output gap avait disparu et qu'il n'y avait pas besoin de relance. Ben non. Trump montre qu'on peut faire de la relance budgétaire, qu'il n'y a pas d'augmentation de l'inflation très forte, on est en dessous de 2%, et qu'on peut encore... il y a un problème de demande, il y a peut-être encore un problème de déficit de demande, et je pense, et encore une fois, moi j'ai changé d'avis là-dessus, je pense que Trump a fait une expérimentation, je ne pense pas du tout qu'il avait un raisonnement très économique, mais il a fait une expérimentation de relance budgétaire, et bien ça marche. Et regardez la France, on a fait une expérimentation de relance budgétaire aussi, qui était pas... contrainte et forcée. Absolument, pour des raisons politiques, où c'est un bel exercice de relance exogène, entre guillemets, mais ça a marché aussi. Donc je pense qu'il faut nous économistes, peut-être que ce débat sur la stagnation séculaire, qui est très fort aux États-Unis parmi les économistes américains, pratiquement est inexistant en Europe parce que, et en partie du fait des économistes eux-mêmes, on a considéré que le problème de l'Europe, c'était un problème d'offre. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes d'offre, hein, je suis favorable aux réformes sur le marché du travail, etc., etc., mais qu'il y a aussi peut-être un problème de demande qui est plus grave que ce qu'on pensait. Et je pense qu'il faut commencer peut-être un petit peu à réviser nos modèles de ce point de vue. Et encore une fois, moi j'ai changé d'avis sur ce sujet et à l'expérience, en regardant en particulier l'expérience américaine. Alors je vais peut-être vous ramener en France, quoique non, la question est plus générale. Je voulais vous interroger, avoir votre perception sur les taux négatifs ou les taux zéro, parce que moi je suis très très perplexe sur l'analyse, parce que d'un côté c'est une aberration économique des taux zéro. Je me rappelle mes cours d'économie où on disait les taux d'intérêt c'est quand même la préférence pour le présent, donc là ça veut dire que le futur vaut plus rien. Et puis d'un autre côté on se dit c'est quand même bien commode ces taux, parce que ça va nous permettre de financer à bon compte des équipements et accompagner peut-être la transition énergétique que l'on voit, ou toutes les transitions économiques que l'on voit, et ça peut servir au passage peut-être d'amortisseurs sociaux, on en parlait aussi. Voilà, et on se dit, mais même si on en sort, ça risque d'être encore plus catastrophique que d'y rentrer. Comment vous voyez les taux zéro? Est-ce qu'on peut s'en sortir maintenant? Et si oui, comment on pourrait éviter tous les écueils entre plus de taux, plus de rendement et plus de financement? Alors, sur les taux, il faut se poser la question, en effet, pourquoi ils sont aussi bas et même négatifs, et évidemment négatifs pour les taux de la Banque Centrale Européenne. D'abord, historiquement, ce n'est pas la première fois qu'on a des taux d'intérêt réels négatifs. Si vous regardez... Eh bien, oui, mais ce qui compte pour vous, entreprises ou ménages, ce sont les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire quand on enlève l'inflation. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt réels négatifs, c'était le cas déjà dans les années 70, par exemple. Donc, ce n'est pas la première fois. Ce qui est vrai, c'est que c'est la première fois qu'on a des taux nominaux qui sont négatifs. Ce qu'il faut voir aussi, c'est d'où vient cette baisse des taux. Cette baisse des taux, elle n'est pas récente. Si vous regardez, c'est en gros depuis le milieu des années 90, vous avez une baisse continue des taux d'intérêt. Et à un moment, en effet, vous êtes au plancher zéro. Le rôle, par exemple, de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne dans la baisse des taux, il a été clair dans les dernières années, en gros depuis 2012, mais en fait, si vous regardez les taux, ils baissent depuis beaucoup plus longtemps. Et donc, ça incite à penser qu'il y a des phénomènes très structurels. Ce n'était pas simplement quelque chose de court terme, cette baisse des taux. Et les phénomènes structurels, c'est qu'il y a un déséquilibre, et au niveau mondial, entre l'épargne
et l'investissement. Il y a une très forte augmentation de l'épargne au niveau mondial pour plein de raisons. C'est la Chine, c'est le vieillissement, etc. Et une baisse de l'investissement. C'est lié par exemple au fait qu'il y a de moins en moins d'investissements rentables et donc il y a moins d'investissements. Il y a peut-être aussi un problème d'anticipation sur les profits futurs. Mais clairement, ce déséquilibre entre l'investissement et l'épargne qu'on voit en Europe, qu'on voit en Chine, qu'on voit au niveau mondial, il n'est pas récent. Et donc, entre guillemets, moi je pense que la Banque Centrale Européenne, toutes les banques centrales d'ailleurs, sont allées dans le sens, enfin beaucoup de banques centrales sont allées dans le sens de taux négatifs. Elles ont suivi cet effet, elles ont accompagné, mais elles ne sont pas la cause principale des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas aujourd'hui. Et donc, ça signifie, je pense que ces taux d'intérêt bas, ils ne vont pas remonter rapidement. Donc, c'est un phénomène qui, à mon avis, est persistant. Il n'est peut-être pas permanent, parce qu'on peut imaginer que l'épargne chinoise va baisser à un moment ou un autre, que l'investissement va augmenter, mais je pense que dans les 3, 4 ou 5 ans qui viennent, on n'aura pas de réaugmentation des taux. Et d'ailleurs, un des problèmes, c'est que fondamentalement, quand vous regardez les anticipations de taux des gouvernements, ils se trompent à chaque fois. C'est-à-dire, vous regardez la loi de finances en France, chaque année, on nous dit les taux d'intérêt à la fin de l'année vont réaugmenter. Et chaque année, en fait, ils sont plus bas que ce qu'on pensait. Donc, on s'est trompé systématiquement sur les taux d'intérêt. Est-ce que les taux d'intérêt négatifs aujourd'hui, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Donc, on est un peu moi, je pense qu'on est au bout en particulier sur la politique monétaire, de ce que peut faire la politique monétaire. On est vraiment dans l'ère des rendements décroissants de la politique monétaire. La Banque Centrale Européenne, on lui a mis tout sur le dos, entre guillemets, pour relancer la demande. C'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il n'y aura pas de récession aussi, parce que c'est difficile d'avoir une récession avec des taux d'intérêt et des conditions financières aussi favorables. Mais le contrefactuel, est-ce que si on avait des taux d'intérêt aujourd'hui qui remontaient à 2% en zone euro, est-ce que ce serait une bonne chose? Non, ce serait une très mauvaise chose. Vous auriez une très forte chute de l'investissement, de la consommation, etc. Est-ce qu'on va aller plus loin? Non, je ne pense pas, parce que je pense qu'on est au bout de ce que la Banque centrale peut faire. Et de ce point de vue, est-ce qu'on est dans cette situation où les taux d'intérêt négatifs ont plus de désavantages que d'avantages? Moi, je considère encore qu'on est dans une situation positive, mais marginale. C'est-à-dire que les effets négatifs des taux sur la profitabilité des banques, des compagnies d'assurance, je ne nie pas, mais je pense que les effets positifs macroéconomiques, que ce soit sur l'emploi, l'investissement et la consommation, l'emportent. Mais on est dans les rendements décroissants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, aller plus loin dans la baisse des taux aurait quasiment aucun effet. Laurence Boone. Alors, je suis dans une large mesure d'accord avec ce que dit Philippe. En fait, je vais juste rajouter deux choses. La première chose, c'est qu'il faut quand même se rappeler que si on n'avait pas fait ça, parce que Philippe l'a mentionné en passant, la Banque centrale était la seule à soutenir, à sortir la zone euro de la crise, et d'ailleurs avec retard par rapport aux États-Unis. Mais quand vous prenez, pour sortir de la crise, il fallait 3 politiques: nettoyer les banques, faire du soutien budgétaire à l'investissement et à la consommation, et faire du soutien par la politique monétaire. Les États-Unis ont fait les 3 en même temps super vite après la crise. L'Europe a mis un temps infini à nettoyer les banques, c'est d'ailleurs pas fini, et n'a fait qu'une année de soutien budgétaire, et ensuite a resserré les boulons très très vite avec la crise souveraine de la zone euro. Donc c'est vraiment la seule politique qui nous a permis de sortir de la crise. Et 10 ans plus tard, on a créé 13 millions d'emplois en zone euro. Donc je pense que c'est important de se rappeler pourquoi on est là de façon cyclique, en plus du structurel décrit par Philippe. Et deux autres points très rapidement. La première, les taux sont très bas. On a des besoins d'investissement colossaux, on le sait. Philippe le mentionnait, les incertitudes en plus créées par la politique américaine ont fait que l'investissement est très, très bas par rapport à ce qu'il devrait être, et notamment l'investissement public. On a devant nous une transition énergétique qui s'annonce et dans laquelle on se fixe des objectifs extrêmement ambitieux. L'Europe, sur son cheval blanc, défend la transition avec beaucoup d'ambition et
très peu de moyens. Parce que quand on regarde ce qui est mis en place sur la table par l'Europe pour faire cette transition, c'est 7 milliards pour 27 pays sur un horizon de 10 ans. On ne va pas aller très loin. On a des besoins colossaux d'infrastructures, parce que la transition énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire des énergies renouvelables, ça veut dire une grille numérique qui est capable d'optimiser le lien entre production et consommation. On est en retard sur le numérique, et ça aussi, c'est des investissements en infrastructures pour pouvoir collecter les données, pour pouvoir se protéger. Et on a la chance d'avoir un taux très faible. On a en plus beaucoup d'expérience, et c'est quelque chose sur lequel on a travaillé tous les deux, en matière de politique industrielle, qui a été parfois mal fait quand il s'agissait de choisir des champions nationaux, qui a été parfois très bien faite. Et je vais donner juste 2 exemples. En France, il y a tout le déploiement du nucléaire, qui est quand même une grande politique industrielle avec des grands investissements qui duraient des années et qui sont des risques que le secteur privé ne peut pas nécessairement prendre, ou en tous les cas pas tout seul. Il a besoin de l'État. Donc on peut repenser à créer cette capacité d'investissement, et en Europe, on en a besoin, parce qu'une grille énergétique, c'est forcément pas une grille qui s'arrête à la région centre de la France, mais elle traverse les Pyrénées, elle va en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni. Il y a un autre exemple, et sur lequel, à nouveau, on a travaillé ensemble, qui est ce que fait l'agence DARPA aux États-Unis, qui est de financer des projets de recherche en stimulant la concurrence entre les entreprises, différentes entreprises et différents chercheurs. Et là, à nouveau, le fait qu'on ait des taux d'intérêt très bas, ça devrait nous inciter à investir beaucoup dans l'avenir.